Je pense que si tu es heureux, tu contamines les gens qui sont autour de toi. Alors tu contamines peut-être pas beaucoup, mais tu contamines un peu. Moi, je veux contaminer, mais je veux vraiment être un virus de bonheur et voilà. Visez la lune, au pire vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Lahière, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Viser la Lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible. J'ai eu le plaisir d'interviewer le comédien et humoriste Jarry en septembre 2014. Nous avons parlé en toute intimité de son enfance, de sa famille, de sa difficulté personnelle tout jeune à accepter qui il est vraiment, de sa carrière aussi, et puis de ses projets importants, comme celui d'avoir des enfants. À l'époque, c'était un de ses plus grands rêves, et il s'inquiétait de savoir s'il allait pouvoir le réaliser. C'est très touchant de réécouter cette interview aujourd'hui, alors qu'il est à présent le papa comblé d'une petite fille et d'un petit garçon. Je suis vraiment heureuse de partager avec vous, et avec sa gentille autorisation, ce très joli moment d'échange gorgé de sincérité. Et qui nous prouve une fois de plus que, oui, même si ce n'est pas tous les jours facile, ça vaut vraiment la peine de viser la lune. Jarry, merci de nous accueillir ici, chez toi. Écoute, ça fait plaisir d'avoir une interview dans un lieu que j'aime. Pour refaire un petit peu le tour, on sait que tu es humoriste. Oui. Et tu cartonnes avec ton spectacle qui s'appelle Atypique, parce que tu es une personnalité assez atypique. Et je pense qu'on va s'en apercevoir. Tu es aussi comédien. Tu as entre autres joué dans le dernier film des Inconnus, c'est pas rien. Les Trois Frères le Retour. Les Trois Frères le Retour. Super moment. Tu fais aussi de la télé. Eh oui. Voilà, tu étais chroniqueur dans des émissions et puis maintenant tu es invité pour mettre un petit peu d'ambiance sur le plateau. Pour faire le fou, le voilà. poulpe, pour faire plein de choses rigolotes. Et ça se passe aussi super bien. Et puis tu es aussi, c'est pas tout, metteur en scène. Ah bah oui, c'est vrai. Donc voilà, tu mets entre autres en scène des gens comme Jeff Panaclock, Elisabeth Buffet, etc. Enfin, plein d'aventures. Ça, c'est le côté officiel, le Jarry que tout le monde connaît. Moi, j'aimerais bien connaître le Jarry, le vrai Jarry, celui tu vas pas être déçu. Tu nous caches peut-être. Et est-ce que tu serais d'accord de replonger un petit peu très loin dans ta vie et de nous emmener en voyage sur le parcours de Jarry? J'ai hâte et en même temps ça me fait très peur. Anthony Lambert. Oui, c'est mon vrai nom. Tu es né le 5 août 1977. Oui. Tu étais pressé de naître, je crois, parce que tu es né prématuré. Comment tu sais ça? Hey, j'en sais des choses. Ta maman était à 7 mois et demi de grossesse. 7 mois, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Accident de voiture. Raconte. Ma mère a un accident. Oh, je suis sous le choc. C'est incroyable, ça donne envie de pleurer que tu saches ça. Bon, ma mère part au travail, elle est enceinte de 7 mois, elle a un accident de voiture, heureusement sans conséquences graves, mais quand elle sort, le mec lui dit « Toi, la grosse, va apprendre à conduire ». Et ça l'a tellement contrariée qu'elle a perdu des os, et je suis arrivé, parce que moi, ça m'a mis en colère à l'intérieur de son ventre, tu vois, je me suis dit. Sûr. Donc, je me suis toujours dit que j'étais né sous une contrariété. D'accord. En fait. Et c'est pour ça que je pense que l'injustice m'est insupportable, mais parce que je dis tout le temps, ma mère s'est fait insulter le jour où je suis né, donc c'est quand même horrible. Et je suis né à 7 mois et demi, je suis resté en couveuse pendant plus d'un mois, parce que j'avais pas les ongles, il y avait plein de choses qui n'étaient pas encore en place, ce qui explique un certain nombre de choses. D'accord, qui sont toujours pas en place, c'est ça? Ils sont toujours pas en place et qu'on cherche encore à obtenir. Mais ouais, je suis né prématuré. Ouais, incroyable cette histoire. Ouais. Et donc, si tu parlais de tes parents, donc tu es dans une famille de viticulteurs. Ouais. Mais vraiment viticulteurs, ils avaient des... Alors, ils avaient des vignes, mais mon père et ma mère travaillaient pour des viticulteurs qui étaient âgés, ils s'occupaient des vignes. Et mes frères, j'ai 3 frères qui aujourd'hui ont tous les 3 leur exploitation, sont gérants d'exploitation. Et j'ai même un frère qui a des vignes à lui, très bio, dans le naturel même. Donc ils sont tous, j'ai toujours vécu dans les vignes, à la campagne. Bon, moi évidemment je n'y allais pas, parce que j'étais pas du tout... T'as fait des récoltes un peu quand même? Oui, mais c'était catastrophique parce que j'ai des souvenirs où j'ai 14-15 ans, où comme je passe mon temps juste à manger les grains de raisin et à chanter, mes frères n'assumaient pas, ils n'arrivaient pas à dire c'est mon frère. On disait oui, on ne sait pas pourquoi on l'a pris, lui, il sert à rien. Mais j'ai jamais été attiré par ce monde.
D'accord. Tes frères, ils sont plus jeunes, plus âgés? J'en ai 2 plus âgés et un plus petit. De beaucoup? On a tous 2 ans de différence. D'accord. Ta maman, elle est assez réglée comme une horloge. Mes tous parents, les ils 2 n'avaient ans. qu'un rapport sexuel tous les 2 ans. D'accord. Et bim, à chaque fois, ça a donné. Ils cherchaient la fille. Et puis à chaque fois, c'était un garçon, un garçon, un garçon. D'accord. Ils se sont arrêtés. Ils sont arrêtés à 4. 4 garçons, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Surtout à leur époque, hein, c'était pas. On vivait dans une petite maison, donc déjà on était 2 par chambre, ce qui était assez compliqué, mais. Et vous entendez bien malgré la différence un peu Moi non. C'était un peu plus compliqué avec mes frères quand j'étais petit parce que j'étais vraiment différent. Ils faisaient du foot, ils allaient à la chasse avec mon père, à la pêche avec mon père. Et moi, je lisais dans ma chambre et je dansais face à ma glace. Donc c'était plutôt compliqué. Moi, pendant des années, j'ai cru que j'étais adopté. Pendant des années, je me disais, mais je rêve pas de ça, c'est pas. Donc j'étais plutôt seul avec ma mère, on regardait les sacrées soirées, et pendant que regardait les matchs de foot dans le salon, moi j'étais dans son lit, et je me disais, comment je peux être si différent et en même temps si proche d'eux. Ouais. Tu t'entendais bien avec ta mère? Très bien, ça a été elle est toujours vivante, c'est quelqu'un d'incroyable. Parce que d'abord, je pense que elle m'a compris très vite. Et je pense que si elle n'avait pas été là, ça aurait été compliqué, quoi. Tellement c'était différent avec mon père et mes frères. Mais une maman, c'est hyper. Je l'aime énormément. C'est elle qui t'a permis d'aller vers la danse, justement? C'est elle qui m'a, en tout cas, pas empêché de le faire. Qui s'est arrangé pour que dans ma vie, je puisse avoir des moments comme ça pour faire les choses. Je faisais du judo officiellement pour mon père et en face, il y avait un cours de modern jazz. Et on n'a jamais dit à mon père que je faisais pas le modern jazz parce je pouvais pas, mais je regardais les cours de modern jazz et le soir, en rentrant chez moi, je faisais les pas, je les répétais. Et ma mère, elle, toute ma vie, j'ai l'impression qu'elle m'a vu faire ça dans ma chambre. Elle m'a jamais dit une fois, arrête, baisse la musique. Je le faisais quand ma mère était là, mais pas quand mon père était là. Et après, j'allais aux compétitions de judo et je me faisais éclater parce que j'étais nul, parce que je faisais du judo, j'en faisais une fois par mois, juste parce que mon père m'accompagnait, qu'il fallait que je lui montre que je faisais l'entraînement de judo, quoi. Mais j'étais un boulet, j'aimais pas la violence. Toujours sur ces différences, comment ça se passait par rapport aux jeunes de ton quartier, les ados de ton âge? J'étais un ovni pour eux. Ouais, j'étais un ovni. J'organisais des booms dans mon sous-sol avec mes frères. Et moi, je faisais des spectacles. Et je me souviens, par exemple, une fois, pour te dire, on est barré. Hein. J'ai 9 ans, je mets de l'essence sur le torse de mon petit frère qui en a 7. Et j'allume et il prend feu. Si, et je l'éteins. Et on vous a payé 5 francs à l'époque. L'entrée plus une boisson, une orangeade, mais on vous gagnait de l'argent de ouf. Mais tu l'as fait plusieurs fois, cramer ton frère? Non, je l'ai fait qu'une fois parce que je me suis fait défoncer par ma mère. Et cette histoire de majorette alors? Eh oui. En fait, mon père veut que je fasse du foot. Je refuse, je me mets à pleurer sur le terrain, et là ma mère me dit, bon écoute, tous tes frères font du foot, on n'a qu'une voiture, on va pas vous emmener faire un truc, un week-end. Et sur le terrain, il y a des majorettes. Et ma mère me dit, tiens, tu vas être majorette. Et moi, j'ai kiffé ces années-là, parce qu'en fait, on dansait en étant majorette. Il y avait une choré, bon, elle était pourrie, mais ça me permettait de danser. Il y avait la fanfare, on était devant la fanfare. Moi, j'étais habillé vraiment mais comme un vieux travelot. C'était vraiment pathétique. Mais j'ai été majorette et j'en ai tellement souffert après au collège, parce que du coup, j'étais vraiment la majorette, on m'appelait comme ça, que quand j'ai décidé d'être humoriste, je me suis dit, tiens, je vais prendre ça et je vais en faire quelque chose qui fait rire aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est ça, justement, t'étais quand même très différent de tout ton entourage. Ton père, comment il vit le fait que tu sois majorette? Déjà, on vivait ensemble, en fait. Ouais. Mais on se connaissait pas, on se parlait pas beaucoup. J'étais un étranger pour lui, il l'était pour moi. Mais maintenant, avec le recul, tu te dis, voilà, quelqu'un qui ne t'empêche pas de faire quelque chose, c'est qu'il t'aime, quoi. Ouais. Mais à l'époque, on ne se parlait pas. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il est parti, il est décédé il y a 10 ans d'une tumeur au cerveau. Et voilà. Vous en aviez reparlé entre-temps? Ah ouais, parce que la vie fait qu'à un moment donné, quand mon père est tombé malade, je l'ai accompagné, je l'ai suivi au quotidien. Et j'ai eu la chance pendant 9 mois
d'être au quotidien avec lui, où on a pu se parler. En soins palliatifs, j'étais aussi présent, puis il est mort dans mes bras. La seule complicité qu'on ait de notre vie, quoi. Oui. C'est autour de la maladie, mais juste avant de mourir, il m'a dit vis, quoi. Vis à fond, donc... C'est un beau cadeau. Ouais, c'est un super bon cadeau. Ouais. À l'époque, tu étais attirée par les filles ? Alors, à l'époque, je suis sorti avec foultitude de jeunes filles. T'étais le seul mec parmi les nanas, donc tu t'amusais, quoi. Oui, et puis du coup, je connaissais leurs attentes, puisque j'en discutais avec elles. Mais moi, j'étais fier de dire à mes potes, t'as vu, j'ai roulé ma première pelle, quoi. Et j'ai connu les femmes jusqu'à 23-24 ans. Hein. Jusqu'à 23-24 ans, tu n'avais jamais été attirée par un seul homme ? Jamais. Jamais. Plus de l'amitié, je pense. Ouais, la question se posait jamais. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Et alors, donc, t'étais avec des nanas, t'as eu des relations sérieuses avec des nanas ? Ouais, je suis resté 2 fois 3 ans avec une nana. D'accord. Et t'es allé très loin parce que t'as même failli te marier ? Bah ouais, j'ai vécu avec une femme pendant quelques années. Un jour, elle me dit, bon, soit tu me fais un enfant, soit tu me maries. Soit on s'épouse, soit tu me maries, n'importe quoi. T'as vu, je parle comme les gens de mon village. Soit tu m'épouses, soit tu me maries. Je lui dis, ok, on va se marier. Parce que je me sentais pas d'être papa, j'avais 23 ans. Et voilà. Et puis ça s'est pas fait. Du coup, mariage annulé, c'est ça ? Ouais. Et révélation, qu'est-ce qui s'est passé ? Et la révélation, je me dis, j'aime les hommes. Mais comment tu t'es dit ça ? Tu t'es pas levé un matin, oh, en fait, j'aime les hommes. J'ai rencontré un homme, et là, je me suis dit, attirance. Ah. Et je me suis dit, je veux pas mourir con, et je l'ai embrassé. Et là, j'ai fait, ah ouais, d'accord. Donc c'est ça qui se passe quand il se passe vraiment quelque chose, quand t'es face à toi-même. Ouais. Et puis voilà, après, ça a pris quelques années pour l'accepter, parce que j'étais plutôt un peu virulent avec les gays. C'était pas... vrai. Ouais, je reconnaissais pas. Pour moi, un gay, c'était un mec qui s'habillait en chaussures à talons avec une robe, et un peu crasseux, tu vois. Et parce que dans mon village, j'ai toujours été élevé, et tout le monde disait, bon, si tu n'y arrives pas, t'es un PD. Donc, tu vois, tu grandis avec ça, avec ces discours-là. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais c'est moi, en fait, le PD. Mais sauf que j'aime pas les robes, j'aime pas les chaussures à talons. Et puis j'ai eu la chance de partir de mon village et d'arriver à Paris, et là, de me dire, ah ouais, d'accord. En fait, il y a des Blacks, il y a des Rebeux, il y a des Chinois, il y a tout le monde. Et tout le monde parle la même langue, et il y a des sexualités différentes et tout. Et là, tu commences à te sentir, tu vois, moins seul. C'est plus en voyant les autres que t'arrivais à l'accepter, parce que t'as eu une période où tu savais que tu l'étais, mais c'était une sorte de combat intérieur. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible parce que déjà, tu sais que tu vas perdre tous les gens que t'aimes. Ouais. Tu te dis, mais attends, en fait, tout ce que les gens connaissent de toi, tout est faux, quoi. Comment vont réagir tes parents ? Comment vont réagir tes frères ? Comment les filles avec qui t'es sorti vont se dire, mais attends, mais des potes à moi. Je me suis dit, attends, quand je faisais de la danse, on se douchait, on était tous entre mecs, on n'était pas pudiques et tout. Et là, je me dis, je vais leur dire, bon les gars, je vous kiffe. Et comment ils ont réagi, du coup ? J'ai perdu beaucoup de gens. Ah oui. Bizarrement, quand j'ai fait mon coming out, tous les gens m'ont dit, bon, on le savait. Et personne ne me l'avait dit. T'avais quel âge ? J'avais 24 ans. Tes parents, comment ils ont réagi ? Mon papa, je lui ai dit, avant qu'il décède, il m'avait demandé d'attendre un petit peu pour l'annoncer à ma famille. Donc j'ai attendu un peu plus d'1 an après son décès pour l'annoncer à mes frères. Moi, je me souviens, j'ai mon petit frère, Sébastien, qui m'a dit, mais du tac au tac, je dis, voilà, je suis homosexuel. Il m'a dit, ah, mais c'est pour ça que tu voulais jamais jouer au foot avec nous. Donc j'ai trouvé ça génial. J'ai mon autre frère aîné qui m'a fait, ouais, bon, d'accord. Puis j'ai mon frère aussi aîné qui m'a dit, ok, d'accord, bon. Il va falloir le dire à maman, très bien, et qui m'a dit, mais tu fais l'homme ou tu fais la femme ? D'accord. Et t'as répondu là-dessus ? Je lui ai dit, prends le temps d'accepter cette décision, et puis on parlera de cette question un peu plus tard. Et ma mère regardait Les Feux de l'amour. Ouais. Je m'assois à côté d'elle, je me mets à pleurer, je lui dis, maman, je suis gay. Puis elle me fait, oui, il y en a au boulot. T'es content ? Ça te va ? Je dis oui. Elle me fait, bon, très bien, laisse-moi finir Les Feux de l'amour. Et j'en ai plus jamais reparlé. L'année d'après, je venais avec un mec. Elle avait préparé le lit pour nous et tout. D'accord. J'ai eu des parents super cool, quoi. Très stricts, mais à la fois très très cool. Je cherche une mère porteuse, ça t'intéresse pas comme... Non, pas tout à fait. Pourquoi tu veux faire des bébés ? Ah, j'adorerais. C'est vrai ? Ah, ça c'est mon rêve. Ah ouais ?
Mon rêve, ça serait d'avoir un petit bout ou une petite fille qui passe la tête, qui me fait pépé. J'ai fait une bêtise. Ça, c'est... C'est un projet? Bah ouais, mais bon, c'est quasi impossible, quoi. L'adoption en France, c'est très très compliqué. Ouais. Et 6-7 ans d'attente. Une mère porteuse, ça coûte extrêmement cher aux États-Unis. Le faire avec une copine en France, c'est le seul truc qui me reste. D'accord. C'est pour ça. Ça va pas être possible. Ça va pas être Je suis possible. désolée. Tu sais, je trouve que l'homosexualité, c'est une grosse injustice. Parce que tu ne choisis pas de l'être et t'as pas d'autre choix que de l'accepter pour être heureux. Mhm. Mais du coup, ça t'enlève plein de choses. Ça t'enlève le droit d'être papa, le droit de pas être regardé bizarrement. Enfin, tu vois, ça t'oblige à vivre des choses que t'as pas demandé. Et ça, je trouve ça compliqué. Je trouve que c'est pas juste. Vous savez quand même que si aujourd'hui je rencontrais une fille qui me disait que tu peux faire un vœu, mon premier vœu, ça serait d'être hétéro. Ah oui. Ah ouais. Parce que c'est tellement plus simple. Parce que c'est plus simple, parce que c'est moins contraignant que tu peux être papa. Enfin, tu vois, c'est... Voilà. Ouais. Ton rapport aux autres, c'est aussi ton rapport avec les fans. J'ai la chance d'avoir des gens aimants autour de moi. J'ai des fans. Alors, j'aime pas trop le mot fan, mais les gens qui me suivent et qui m'aident à porter mon spectacle, c'est une belle, belle aventure, une belle histoire. Ouais. Ouais. C'est fort chez toi, ça, cette sorte de peur de ne pas être aimé ou de... Ah, moi, c'est horrible. Moi, j'ai toujours peur qu'on m'aime pas. Ah ouais. Bah, tu sais, quand toute ta vie, t'as grandi avec un père qui t'a pas dit qu'il t'aimait, voilà. Mais j'aime bien aussi que les gens m'aiment pas. D'accord. En fait, c'est plutôt le fait d'être Indifférent. indifférent qui te... Ouais. Ouais. L'indifférence, c'est horrible, quoi. Ouais, c'est surtout Tu ça. vois, mourir seul, être allongé dans la rue et que les gens continuent à marcher, mais c'est horrible, ça. Là, c'est extrême. Ouais, mais c'est ça, l'indifférence. Ouais. Avant de monter sur scène, t'as des petits trucs, des petits gris-gris, je sais pas. Je prie. C'est vrai? Ouais, D'accord. je prie. Et tu dis tu pries, donc tu es croyant? Ouais, Mhm. évidemment. Quand j'ai travaillé au Maroc et en Tunisie, j'ai rencontré plein d'imams, j'ai lu le Coran, ça m'a touché, j'ai lu la Bible, j'étais enfant de cœur étant petit. Mhm. Je suis allé à Bali, j'ai rencontré plein de gens hindouistes, des bouddhistes. Toutes les religions, quand elles permettent aux gens de se rencontrer et de se respecter, je trouve que c'est magique et magnifique. Donc moi, ma religion, c'est la religion de l'homme avec un grand H. Humaniste. Voilà, c'est celle qui nous rapproche. Donc je prie tout le temps pour que les rencontres que je fais soient les plus fortes et les plus sincères, quoi. Tu voyages beaucoup? J'adore, ouais, Ouais. beaucoup. 2 voyages par an, j'essaie de faire. Ouais. Voilà, en sac à dos, en mode pauvrette, avec 5 ou 6 euros par jour, et c'est parti. L'endroit qui t'a le plus marqué, c'est Machu Picchu. Machu Picchu. Ouais. Pourquoi? Le Machu Picchu, c'est un endroit sacré. Ouais. Il se passe des choses là-bas, et puis tu marches toute la nuit pour y accéder. Et là, c'est émotionnellement hyper fort. Ça s'exprime pas, quoi. Un ressenti, quoi. Ah ouais, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Tiens, petite question, Jarry. On n'en a pas parlé, mais donc ton vrai nom c'est Anthony. Ouais. D'où vient cette idée de s'appeler Jarry? Un jour, en faisant la vaisselle, ma mère me dit, le jour où je meurs, le nom de famille s'éteint avec moi. Et moi, D'accord. c'est resté dans ma tête et je me suis toujours dit, si un jour je suis un artiste qui vit de ça, je prendrai ce pseudo. Ouais. Et j'ai pris ce pseudo. Et aujourd'hui, tout le monde m'appelle Jarry, même ma famille. Ah oui. Bah Mais ouais. pas ta maman. Bah ma maman, c'est son nom de famille. Elle m'appelle... j'aime bien quand elle m'appelle Jarry. C'est vrai. Je me sens plus proche de Jarry que d'Anthony. Ah oui. Ouais. Ton slogan c'est Youpi la vie. Youpi la vie. Voilà, sur ton répondeur, dans tes petits C'est le nom, Facebook. Parce que c'est le nom de... De ton chien. T'as vu? On est renseigné. Que tu postes sur Facebook dans tous les sens. Ça, c'est ta star, c'est ton bébé. En fait, mais ton chien. c'est mon bébé. Je te jure que c'est mon bébé. C'est ta famille. Hein. C'est vraiment... Mais c'est mon fils, quoi. Ouais. Il a une nounou, les gens ils comprennent pas, les gens ils pensent que j'en fais beaucoup avec mon chien Youpi, mais je souhaite aux gens d'avoir un chien comme j'ai. Il est tellement mignon. Non, mais il a une vraie nounou? Oui. Il a une dame qui s'occupe de lui quand je suis pas là. D'accord. Il a sa chambre chez la nounou. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une nounou et il y a une caméra, donc je peux voir mon chien toute la journée de mon D'accord. téléphone. Et chérie, dans tout ça, t'en parles pas beaucoup? Mon chéri, parce que c'est vraiment un espace dans lequel il n'y a que moi et lui, quoi. Ouais. C'est la seule chose que je peux garder pour moi, mon petit bichon. Ouais, parce que tout le reste, c'est un peu... Bah oui, mais ça fait partie du jeu, Ouais. donc... alors que, voilà, lui, c'est à moi. On va respecter. Oui. Et d'où te vient toute cette énergie de folie?
Une fois que tu sais qui t'es, je pense que tu as envie de vivre à fond. Ouais. Et puis parce que mon parcours a fait que voilà, j'ai perdu plein de gens de maladies, des amis d'enfance, que voilà, je me dis, je veux peut-être pas rester très longtemps aussi. Donc, Urgence de vie, trop de ouais, temps perdu aussi. je pense que quand quelqu'un meurt dans tes bras, quand tu vis ce moment où la respiration s'arrête, tu grandis et tu prends 20-30 ans, quoi. Ouais. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ça n'a plus été pareil? Ah ouais. Parce que quand tu vois le torse de ton papa, c'est-à-dire la personne qui t'a mise au monde, qui s'arrête, ton premier réflexe, c'est de faire pour qu'il respire, sauf qu'il respire pas. Et là, tu fais, attends, mais c'est fini. Et là, tu te dis, tu oublies jamais ça. Les moments où t'es fatigué, où t'en peux plus, moi je me dis, attends, tout va bien, quoi. J'ai la chance d'être en vie. Ouais, tout va bien. Pendant quelques années, quand je faisais du théâtre et du hip-hop, on allait en soins palliatifs. Quand mon père y était, il y avait aussi des enfants. Et pendant quelques années après, j'y allais pour donner des spectacles. Quand tu vois un enfant de 7 ans qui est en phase finale, qui te regarde, et tu te dis, ok, d'accord, je vivrai pour toi. Finalement, tout ce que tu as vu, ça te donne cette énergie de vie. Bah ouais, je crois qu'on n'a pas le droit de pas vivre, en fait. Ouais. Je crois que c'est tellement difficile qu'on n'a pas le droit de pas vivre. On n'a pas le droit de pas être heureux, quoi. Il faut vivre à fond. Quand tu dis ça, c'est par rapport à des parents qui peuvent... Ouais, par rapport à des parents qui peuvent trop avoir envie de te protéger. En fait, ils t'enferment et ils t'enterrent, quoi. Et moi, je pense que si t'es heureux, tu contamines les gens qui sont autour de toi. Alors, tu contamines peut-être pas beaucoup, mais tu contamines un peu. C'est un peu comme ta mission de vie, ça, contaminer positivement les C'est ce que autres. je dis souvent dans les interviews. Moi, je veux contaminer, je veux vraiment être un virus de bonheur et voilà. Ça t'arrive quand même d'avoir des petits moments down? Ça m'arrive très peu. Ouais. Et quand ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais pour rebooster Tu repenses à tout ça, en fait. Quand ça m'arrive, souvent je mange beaucoup, mais ça m'arrive vraiment très peu. Hein. Ça m'arrive, même quand il y a des gens que j'aime qui partent, voilà. Moi, je suis pour pas lutter contre les choses, tu vois. C'est-à-dire, si demain tu dois mourir, tu dois mourir. Autant vivre les 2 derniers jours de ta vie en rigolant qu'en disant putain, je vais mourir. Mais c'est les lions aussi. Hein. Les lions, on n'a pas le temps de s'apitoyer, on doit protéger tous les animaux de la forêt. Donc c'est un boulot de malade à faire. Et tu taffes. Une organisation de bâtards, t'en peux plus, quoi. Et là, pour toi, ton plus grand rêve dans ce qui vient Mon plus grand rêve, j'allais dire un truc, mais... Dis. M'aimer, je dirais. T'aimer? Ouais. Il y a encore du chemin à faire? Grave. Mais il y a des éléments qui font que tu t'aimes... Tant que ce que je fais correspond à l'idée que je me fais de la bienséance, en tout cas des choses qui sont importantes, voilà, je m'aime. Bah, écoute, je pense que c'est magnifique comme rêve. Ouais. On se retrouve... Là-haut? Non, avant, on se retrouve pour plein de belles choses, oui. Mais que tes rêves se réalisent, c'est tout ce Toi que je te aussi, ma souhaite. chérie. Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette interview faite avec le cœur vous inspirera. Nous serions d'ailleurs heureux de lire vos réactions et témoignages dans les commentaires. Vos retours sont précieux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et aussi à mettre une note 5 étoiles. Déjà, ça fait très plaisir et en plus, ça aide à faire grandir le podcast. Et puis, abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes, car de très jolis invités arrivent encore. Soyez heureux et continuez à viser la lune, car c'est dans cette direction que vous rencontrerez vos rêves. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.